on n'avait aucune crainte ni peur. On a vraiment foncé. On n'était pas vraiment les plus organisés. Donc, je peux vous donner plein de conseils à ce qu'il faut ne pas faire. Dans les pays anglo-saxons, enfin, ce que je connais en tout cas, l'Angleterre et les États-Unis, eux, ils font l'inverse. Ils vont commencer par dire ce qui est bien. Et ce qui est pas bien, surtout en Angleterre, ils vont le dire, mais vraiment, ils vont mettre du sucre par-dessus, comme on dit là-bas, tu vois. Et en 2-3 mois, il y a quelques mots qui arrivent et il comprend ce qu'on dit et il parle. C'était impressionnant. En 3 mois. C'est-à-dire qu'à Noël, il était bilingue, alors qu'on est arrivé en septembre, tu vois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Ici Damien et je suis accompagné aujourd'hui par Alizé. Salut Alizé. Salut Damien. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui car on a le plaisir de recevoir un ami de longue date, Maranao Nguessan ou Nao. Et on va parler design comme d'habitude, mais surtout on va aborder aujourd'hui l'expatriation, la vie et le travail de designer depuis un pays étranger. Du coup, salut Nao, ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ? Ça va très bien. Coucou Alizé, coucou Damien. Coucou. Alors on te connaît depuis 2010 à peu près. On était sur les mêmes bancs d'école, en école d'art appliqué, à la MJM Graphic Design de Rennes. C'est à l'époque où on faisait encore le design numérique, enfin en tout cas web sous forme de Photoshop. Du coup, le temps est passé depuis tout ça. Est-ce que tu veux bien te présenter parce que tout le monde ne te connaîtra pas et nous partager ton parcours de designer depuis l'école justement ? Ouais, je m'appelle Nao. Aujourd'hui, je suis ingénieur de design system. Je ne l'ai jamais dit en français, donc c'est très intéressant. Comme vous l'avez dit, formation de designer, j'ai fait beaucoup de code depuis 2010, là, depuis qu'on était à l'école. Du coup, pour reboucler juste par rapport à ce parcours-là, effectivement, on était à MJM Graphic Design, donc on a une formation à la base de designer. Et toi, après, comme tu l'as mentionné un petit peu là, tu as rebasculé côté développement. Est-ce que tu peux nous tirer un peu la ficelle de ce début de parcours justement dans le design ? Ce qui s'est passé, comme vous vous rappeliez, on était en alternance. On était en alternance, tous les chanceux étaient en alternance, et c'était pas facile de trouver une alternance, déjà, tu vois. Donc, ce qui s'est passé pour mon cas, c'est que j'ai pas trouvé d'alternance jusqu'à les 2 dernières semaines, c'était genre en septembre, tu vois. Okay. Je sais pas si vous vous rappelez, on a fait 2 ans, et la deuxième année, si t'avais pas trouvé d'alternance avant le début de l'année, quoi, genre octobre, bah tu devais payer ton année, oui. En gros. Et j'ai postulé pendant des mois, j'ai rien trouvé. Et je voulais absolument rentrer dans une agence graphique, à faire des super visuels, beaucoup de com et des choses comme ça, c'est ce qu'on voulait tous, quoi. Mais j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé ma place par un ami de ma femme dans une boîte plutôt tech, plutôt de logiciels, tu vois. Où ils ont dit, chez nous, on a des designers, le seul truc, c'est que les designers, ils codent. Donc, si ça te dit, voilà, quoi, nous, on te prend en alternance, et c'est ce que j'ai fait. Donc t'as touché un petit peu le design pendant la formation, mais tu touchais aussi un petit peu le code. Et une fois que t'es sorti des études, avant de basculer dans le métier que tu fais aujourd'hui, ce serait bien que tu puisses nous le rappeler, en tout cas même en anglais. Qu'est-ce que t'as pu faire ? T'es passé par quoi comme type de poste ? Quand j'ai commencé, donc pendant l'alternance, je suis resté dans cette entreprise pendant 3 ans, il me semble, de 2011, c'est ça ? 2011 jusqu'à 2014, quelque chose comme ça, tu vois. Je suis resté pendant 3 ans et j'ai adoré, quoi. Donc mon rôle, c'était vraiment de faire le design comme on faisait à l'époque, le web design, comme il a dit Damien, Photoshop. Moi, je faisais aussi un peu d'After Effects, de motion design. Mais mon job à moi, on était 3 designers, c'était vraiment de designer avec les clients. Donc, on était en relation avec eux tout le temps. Mais une fois qu'on a fini, on devait en gros faire la maquette, quoi. Tu te rappelles quand on disait la maquette à l'époque, c'était HTML, CSS, jQuery, donc c'était même pas JavaScript, c'était vraiment jQuery, juste pour faire bouger des boutons ou faire apparaître des menus, mais tout était statique, quoi. C'était juste des fichiers, clic droit, créer un fichier et faire un fichier HTML, quoi. C'était vraiment ça, il y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est de parler de toute cette évolution incroyable, enfin, c'est vraiment dingue. Et donc voilà, c'était ça mon premier job. Le truc qui s'est passé, c'est que les feedbacks, vous connaissez ça par cœur, les feedbacks, pas que clients, mais même managers, collègues et tout sur le design, tout ce qui était, qui touche un peu à l'ego et le côté un peu créatif, j'avais vraiment du mal.
J'avais vraiment du mal avec ça. J'étais vraiment frustré de la version 14, de la version 16, d'un truc que j'avais commencé qui était génial, que moi j'adorais. Et quand on arrive à la version 14, au bout de 2 semaines, tu détestes, quoi. Enfin, et j'ai eu du mal avec ce processus-là. Et en parallèle de ça, j'adorais l'HTML, CSS, quoi. Donc, ce qui s'est passé, pour faire court, en gros, c'est que au bout de 3 ans, comme je t'ai dit, j'ai quitté l'entreprise et je me suis mis à mon compte pendant 2 ans, ou 2015 à 2017, dans cette époque-là, à Nantes, quand j'étais à Nantes. Et quand j'étais à mon compte, c'est là où vraiment je suis parti sur mon propre train, quoi. J'ai créé mon propre délire parce que j'avais trop d'idées, quoi. Trop de choses dans ma tête et ça me suffisait plus le boulot. Donc c'est là où j'ai commencé à apprendre le JavaScript. J'ai appris ça tout seul jusqu'au bout, jusqu'à ce que je sois décent, on va dire. JavaScript, j'ai poussé le motion design, j'ai poussé la 3D. Je sais pas si vous vous rappelez d'un gars dans notre classe, il était à fond dans la 3D et c'est lui qui m'a introduit en gros à la 3D, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que pendant ces années-là, j'ai vraiment poussé le côté 3D, JavaScript, design aussi, mais comme je connaissais déjà, je voulais explorer des choses un peu plus nouvelles. Donc voilà, c'est ça en gros, c'est ça que j'ai fait. Du coup, Maranao, en 2017, tu as fait un choix un peu particulier qui était celui de continuer ta route à l'étranger avec ta famille, parce que tu étais déjà marié, tu avais déjà un enfant, il me semble. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette expérience, où est-ce que tu es allé et ce qui t'a donné envie de partir ? J'ai depuis des années, beaucoup de questions sur le parcours et toutes ces questions-là, justement. Donc, je suis à peu près au courant de ce que les gens se demandent et ce qui intéresse, tu vois. Moi, j'ai déjà vécu à l'étranger, même avant la MJM. J'ai vécu en Angleterre pendant 1 an, quand j'avais 19 ans. Donc, je connaissais déjà l'Angleterre très, très bien. J'y vais depuis que je suis tout petit. Je parle anglais depuis que je suis enfant, quoi. Mais ce qui s'est passé, en gros, c'est que mon fils avait 3 ans en 2017. Ouais. Parce qu'il est né en 2014. Et ma fille était bébé. Elle avait 1 an. Même pas 1 an, elle était son première année, quoi. Ouais. Et ma femme, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était... D'abord, elle avait très envie de vivre à Los Angeles en particulier. C'était Los Angeles. Et le fait que je dis par rapport à l'âge de mes enfants, c'est que c'est l'âge où ils commencent l'école. On ne voulait pas trop, en gros, que les enfants aillent à l'école en France pour des raisons vraiment autres, tu vois, par rapport à notre vécu en tant que personne, on va dire, d'un autre temps. Grandir à l'école en France, c'était pas forcément notre préférence pour nos enfants, tu vois. Donc c'est un peu ça qu'on a c'était notre choix personnel, quoi. C'est ce qu'on a choisi de quitter la France parce que les enfants commençaient l'école. Donc c'était un peu ça qui a motivé au début ce choix là, quoi. Et du coup, est-ce qu'au moment de partir, vraiment de franchir ce cap de allez, c'est parti, on prend l'avion avec nos valises et tout ça, est-ce que vous avez eu des doutes ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions, un peu des craintes, des peurs ? Qu'est-ce qui finalement vous a décidé à partir et à franchir l'Atlantique dans un premier temps ? Donc, je peux vous donner plein de conseils à ce qu'il faut ne pas faire. Ça, je serais très fort là-dessus. On n'était pas super organisé parce qu'on s'est vraiment décidé, tout ça à la dernière minute, ça s'est décidé dans l'été. Et ça s'est décidé, en plus on était propriétaire de notre maison. Donc il y avait beaucoup de choses en jeu, quoi. Et on s'est vraiment décidé, genre en juillet, on a dit, ok, on part. Parce que je passais des entretiens à Nantes pour un job et je crois que je l'ai pas eu. Je sais plus exactement en fait ce qui s'est passé avec cet entretien, mais le côté professionnel a beaucoup joué. Et du coup, j'ai été recruté à Londres en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon CV mon LinkedIn en anglais. Donc j'ai tout traduit mon LinkedIn en anglais. Et ce que j'ai fait, c'est que quand tu changes la ville où tu vis, du coup, t'as les recruteurs de ce pays ou de cet endroit qui t'appellent. Donc nous, on avait voulu aller à Los Angeles, on a essayé, ça n'a pas du tout marché. C'était vraiment très impossible. En Australie, on a essayé un petit peu, j'ai eu des pistes, ce qui n'a pas abouti, mais dès que j'ai mis Londres, là, j'avais des recruteurs qui me contactaient depuis Nantes. Enfin, moi, j'étais à Nantes. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier job, en fait. C'est comme ça qu'on est parti en septembre. Moi, forcément, un truc comme ça, je trouve ça super chouette. Enfin, ce genre de moment de vie, d'aller vivre une expérience à l'étranger. Mais il y a quand même ce côté un peu flippé que je peux avoir de me dire, mais en fait, administrativement, ça va pas être juste un enfer de changer de pays au niveau des papiers, de la sécurité sociale, des cotisations à la retraite, tout ça. Et même le déménagement, c'est-à-dire, t'emmènes quoi ? T'emmènes toutes tes affaires ou au contraire, tu laisses en France, tu prends un meublé ? Surtout n'étant pas tout seul et embarquant toute ta famille avec toi. Voilà. 2
enfants, les bébés. Ouais. C'est ça. Même au niveau des produits de soins pour des enfants ou des trucs comme ça, est-ce que c'est un peu les mêmes en Angleterre ou est-ce que ça va être cata? Enfin, ça soulève tout un tas de questions. Tu dis que tu as foncé, mais en fait, au final, comment vous avez géré tous ces changements-là? Exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé toutes ces questions-là du tout. On s'est vraiment pas posé les questions. C'était vraiment... on savait qu'on voulait y aller. Moi-même, je connaissais déjà bien l'Angleterre. J'y allais assez régulièrement. Donc, culturellement, même si j'avais vécu quand j'étais jeune, mais quand t'es jeune, c'est pas le même contexte que quand t'es adulte et que tu travailles, tu vois. Donc, c'est pas la même chose en termes de facture et tout ça. Je dépendais encore de ma mère à l'époque, j'avais 19 ans. Mais toutes ces questions-là que tu poses, Damien, on se les est pas posées. On est juste parti et on a galéré sur place. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Avec tout ce que tu as cité et d'autres. Et aux États-Unis, c'était la même chose. Mais c'est la même chose. Un exemple, je suis obligé de parler de ça parce que c'est tellement ludique. Lorsque tu arrives, la première chose dont tu as besoin, ça va être quoi, à ton avis? Ton logement. Logement, ok. Numéro 2. Un travail forcément, mais toi tu disais que tu avais déjà trouvé quelque chose, quoi. Ouais, quand tu as déjà un travail, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique, c'est sûr. Mais tu n'es pas obligé d'avoir déjà un travail. Surtout à l'époque, avant le Brexit, tu arrives à Londres avec tout ça dans la poche et c'est bon. Tes papiers, quoi, surtout. Tu as besoin d'un compte bancaire. Ouais, c'est vrai, oui. Ouais, évidemment. Alors, lorsque tu arrives, tu veux chercher un appart. Ils vont te dire, ok, est-ce que tu as un compte bancaire? Parce qu'il te faut un compte bancaire pour avoir l'appartement. Non, j'en ai pas, parce que je viens juste d'arriver hier, tu vois. Et là, je suis chez des amis. Ok, va ouvrir un compte et puis tu reviens nous voir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la banque, tu te dis, bonjour, je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît, je suis français. Ils vont te dire, ok, très bien, tu as une adresse sur Londres? Tu fais, non, parce que... Voilà, donc ça, c'est réel, c'est pas une blague. T'as envie de dire, mais vous rigolez là. Je viens et t'essayes et c'est tous la même chose. Et quand on arrive aux États-Unis, juste petite parenthèse, en 2022, la même chose. On a fait, mais c'est pas possible. Donc ça, j'ai des astuces pour ça, si vous voulez. Surtout aujourd'hui, c'est quand on a ouvert un compte avec, tu sais, tout ce qui est les banques en ligne, donc pas les banques physiques. Donc Revolut, Monzo à l'époque, tous ces trucs comme ça te débloque. Voilà. Et justement, pour rebondir là-dessus aussi, j'ai cru comprendre que tu étais chez des amis quand tu es arrivé sur Londres, donc ça fait partie un petit peu de ces fameux points d'attache. Mais ma question, c'était justement, est-ce que quand tu es arrivé à Londres ou quand tu es parti aux États-Unis, est-ce que tu avais déjà des connaissances sur place qui pouvaient t'accueillir? Est-ce que, pour Londres, tu avais déjà un job, mais est-ce que quand tu es parti aux États-Unis, tu avais déjà fait des recherches, tu avais déjà aussi un job et un endroit sur lequel arriver? Et puis du coup, comment tu t'es recréé un réseau en fait un peu sur place, parce que j'imagine qu'il faut se refaire aussi un peu connaître, bouche à oreille, même un réseau pour les amis, ta femme, tes enfants, enfin voilà, comment ça s'est passé cette partie-là? Alors en Angleterre, en 2017, donc je suis parti tout seul. Ma famille est restée à la maison, du coup à Nantes, et moi je suis parti tout seul et ma mission c'était de trouver un appart. Okay. Donc là, je suis resté chez des amis pendant une semaine et en une semaine, j'ai trouvé l'appart parfait au centre de Londres dans le budget nickel. Donc mission accomplie. Mais c'est vrai que faut être chez des amis, c'est beaucoup plus simple. Déjà, c'est hyper cher d'être logé. Ouais, et puis t'as laissé ta petite famille en lieu sûr pour que toi, tu puisses arpenter d'abord tout seul. Ah oui, les transports. Ouais. Bah oui, parce que si déjà t'es chez les gens avec tes enfants et en plus tu vas devoir partir tôt le matin dans les transports que tu connais pas trop. Tu vois, si tu peux partir tout seul, enfin. Si c'est possible, en tout cas, c'est sûr que c'est mieux. Donc pour Londres, on n'avait pas un réseau, mais on connaissait quelques personnes, pas beaucoup. Pour les États-Unis, c'était un mouvement complètement différent. Je ne sais pas si tu veux qu'on aborde ce chapitre-là maintenant, mais les États-Unis, c'était un contexte complètement différent. Pour arriver jusque-là, je vais juste parler vite fait de mon parcours vite fait, mais en 2017, j'ai rejoint une grosse boîte de tech, tu vois, qui s'appelle Intuit. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, mais c'est une grosse boîte de fintech, quoi. Et les quartiers mères, ils sont au même endroit que Google, tu vois, dans la Silicon Valley, Mountain View, c'est au même endroit. Donc à l'époque, c'était genre 18 000 employés dans le monde entier, dont à Londres. Et c'est là où moi, j'ai commencé en 2017 en tant que contracteur. Donc j'étais pas un employé, j'étais un contracteur. Et je suis resté dans cette entreprise, du coup, pendant 7 ans, jusqu'à là, récemment, l'année dernière. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en interne, dans la grande boîte, évidemment, qui est basée en Californie, il y avait une offre. À l'époque, j'étais design technologiste. Design technologiste, c'était un rôle que j'avais, et c'est à voir avec l'innovation. Donc le but,
pour faire simple, c'est des prototypes, quoi. Mais des prototypes et de la présentation. Donc, vraiment présenter des features, quoi, du produit et de manière assez futuristique, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais le design, mais tu vas aussi faire le code et l'animation pour que ce soit vraiment... C'est de la présentation. Tu vois, c'est une innovation. Donc, c'était ça mon taf pendant au moins 3-4 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un rôle comme ça qui s'est présenté à San Diego, dans ma boîte. Donc, je faisais partie du même groupe Slack, si tu veux, la chaîne Slack de ma fonction, on va dire, design technologiste, elle était à travers toute l'entreprise. Donc, on était un groupe de peut-être 15 design technologistes à Intuit, dont je faisais partie, mais j'étais le seul en Angleterre. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai eu ce job. Je l'ai eu, ce job, et il était ouvert, vacant, depuis 7 mois. Ah ouais? Ah oui, d'accord. 7 mois. Aux États-Unis. C'est-à-dire que pendant 7 mois, ils ont fait plusieurs entretiens et ils ont trouvé personne jusqu'au moment où moi j'arrive et moi j'ai eu le job. Donc c'est ça, le Messi. C'est le genre de mais en fait, c'est juste pour montrer ce genre de conditions. À l'époque, en tout cas, c'est peut-être différent aujourd'hui, mais c'est le genre de conditions qu'il fallait remplir. Il fallait non seulement qu'il y ait un poste qui soit ouvert, mais il faut qu'il soit vacant. Parce que tu peux pas prendre le travail d'un Américain, en gros. Okay. Ah, oui. S'il y a personne. Donc toi, tu as eu cette faire. chance-là, parce que si le poste n'avait pas été ouvert ou quoi que ce soit, tu n'aurais pas pu avoir ce visa. Voilà, c'était pour travailler visa... en tout cas. Exactement. Ah ouais. Le visa tu viens H1, pas remplacer quelqu'un, quoi. Tu viens parce que personne ne parce qu'il y a un manque. Et c'est pareil en Australie, je sais que c'est pareil en Nouvelle-Zélande, et je crois que maintenant c'est pareil à Londres, ou alors ça va le devenir, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu ce genre de conditions. C'est pour ça que c'est pas facile en fait de partir travailler à l'étranger. Mais presque, il faudrait te faire aider quand tu veux travailler aux États-Unis. Il faudrait trouver quelqu'un là-bas qui comprenne un petit peu tes compétences pour essayer de te trouver le job qui aujourd'hui est manquant. Parce que toi, qui veux partir aux États-Unis demain, tu trouves ce fameux job où, en fait, c'est hyper compliqué. Donc il faudrait presque avoir un contact avec des recruteurs là-bas ou autre pour effectivement essayer de savoir où est-ce qu'on peut te placer, quoi. Donc il y a vraiment un système un peu de protection nationale de l'emploi, en fait. C'est-à-dire national dans le sens où si t'as pas la nationalité, il va falloir faire quand même énormément plus d'efforts que n'importe qui, quoi. Une autre piste, et c'est la piste qu'un peu j'aimerais promouvoir aussi, c'est la mienne. C'est-à-dire que si tu rejoins un groupe qui est déjà basé aux États-Unis, parce que c'était en interne, c'était 40 fois, 1000 fois plus facile que si j'avais été tout seul, moi-même, avec ma famille, avec un avocat, à essayer de, tu vois, ça, il y en a plein qui le font, mais c'est dur et ça coûte cher. Moi, j'ai payé 0, j'ai rien payé. Tout était payé. Mais il faut avoir la chance de pouvoir bosser dans un grand groupe au départ pour pouvoir vivre ce fameux rêve un peu américain, quoi. Ouais, ça aide beaucoup. C'est pas moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis parti, quoi. On a pas mal parlé de toi, donc on a bien compris que tu avais réussi à trouver du boulot en amont pour à la fois en Angleterre et à la fois à Los Angeles grâce à la promotion interne au sein de Intuit. En ce qui concerne ta femme, Bintou, et aussi la scolarité des enfants, eux, comment est-ce qu'ils se sont adaptés? Enfin, c'est une petite parenthèse que j'aimerais bien faire, c'est parce que du coup, c'est un projet qui n'incluait pas que toi, qui incluait d'autres personnes, et comment ça s'est passé pour le boulot et pour l'école? Les écoles, les transitions, ouais, effectivement. Par rapport à ma femme, depuis le début, nous, on a toujours fait le choix, enfin, en tout cas le souhait, que si possible, moi, j'allais bosser et que si possible, elle allait rester à s'occuper des enfants. Ma femme, elle est vraiment à fond sur l'éducation, c'est la grande priorité, tu vois, et d'où le choix de l'école au départ, comme je disais. Elle, sa préférence, ce qui n'est pas la préférence de tout le monde, c'est de s'occuper vraiment des enfants, quoi. Par rapport aux enfants, et ça, je peux le garantir, j'en ai même vu des beaucoup plus âgés que les nôtres. Moi, mes enfants, ils avaient 1 an et 3 ans quand on est arrivé. Donc pour eux, même pas, ils n'ont même pas vu la différence. Mais même quand les enfants sont plus âgés, les enfants, et je sais pas, vous savez sans doute, mais ils ont un truc magique. C'est que comme ils sont encore en formation, ils n'ont pas cette notion de langue comme nous, on perçoit les langues. Quand tu es enfant, et quand je dis enfant, je veux dire même jusqu'à 17 ans, ça marche encore. T'absorbes, mais carrément. Mon fils à moi, ça a pris peut-être 3 mois pour être bilingue, alors qu'il parlait déjà quand il avait 3 ans. En 3 mois, il était bilingue. Au début, il chantait l'anglais. Au début, il faisait blablabla. Il chantait ce qu'il entendait. Enfin, il chantait. Quand je dis il chantait, je veux dire, il mettait le son, tu sais, la musique de la langue. Là où nous, on voit une langue différente, eux, ils voient juste une façon différente de dire des mots, des phrases, etc. Quoi. Parce que ça va avec la culture. C'est l'école, tu vois, c'est les jeux à l'école, les blagues qu'on se raconte. Au début, ils comprennent pas, évidemment, les premiers mois, les premiers jours, les premières semaines, c'est sûr. Ils sont perdus. Mais ils ont cette capacité que nous, on n'a plus, parce qu'on a déjà absorbé l'information, j'en sais rien. Les enfants, c'est la culture. C'est pas que la langue. Ils apprennent pas la langue comme nous, on apprend la langue à l'école. Ça n'a rien à voir. Eux, ils apprennent une culture. L'accent, il vient pas après les mots.
Tu vois ce que je veux dire? C'est une manière de faire une blague, une manière de raconter quelque chose. Et c'est tellement situationnel. C'est vraiment impressionnant. J'adore cet aspect-là. Je peux en parler pendant des heures. Tu parles à ton fils ou à ta fille en français à la maison. Il y a ta cousine, ton grand-parent qui viennent à la maison. Vous parlez de Noël. Si tu demandes à l'enfant plus tard de parler de Noël, il va le dire en français. Mais si tu lui demandes de raconter ses devoirs ou ce qu'il a dû faire au foot ou quoi que ce soit, il va le dire en anglais. C'est contextualisé. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment des langues différentes. C'est juste, là je vous parle à vous, je vous parle d'une certaine manière. Mais si je parle à mon cousin, je vais parler d'une autre manière. C'est la même phénomène. J'imagine que, vu qu'au quotidien, eux, de leur côté, c'est beaucoup l'anglais, est-ce que vous, à la maison, vous entre guillemets, forcez à parler en français pour qu'ils puissent avoir ce côté bilingue-là? Ou, enfin, quel est votre procédé là-dessus? C'est trop marrant. Il y a les couples, comment on appelle ça? Les couples mélangés. C'est-à-dire que, on va dire, Jean, qui est français, il va à Londres tout seul et il rencontre sa partenaire là-bas. Sa partenaire, elle est russe, ou elle est anglaise, ou elle est japonaise, d'accord? Donc ils n'ont pas la même langue entre eux, mais ils habitent en Angleterre. Donc entre eux, ils vont se parler en anglais. J'en ai vu plein des comme ça. À Londres, c'est que ça. Donc eux, ils parlent entre eux en anglais. Les enfants, ils parleront pas la langue de l'un ou de l'autre, à moins de faire un effort supplémentaire. J'ai des amis, le papa est canadien, donc il parle américain, quoi, voilà. Et la maman, elle est russe. Les enfants parlent russe parce qu'ils vont à l'école russe et qu'ils ont des cours de russe le samedi. Mais ça, c'est rare. En général, quand les couples sont mélangés de nationalité, les enfants ne parlent pas la langue des parents. Ils parlent que l'anglais. C'est parce que les parents entre eux parlent anglais. Nous, on leur parle que en français. Et l'anecdote marrante, c'est que des fois, on parle en anglais avec eux. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est situationnel. C'est pas vraiment un choix. C'est plus, ça vient comme ça, c'est naturel. Tu dis des mots en anglais, tu dis des choses en anglais. Si les enfants te parlent en anglais, ce qu'ils font très souvent, ils nous parlent en anglais, encore une fois, pour les situations, des fois, tu as envie de les gronder. C'est tes enfants, tu les reprends, tu vois. Du coup, tu les grondes en anglais. Tu bégayes, t'as aucune autorité. Ils limite, ils font quoi? Attends, tu voulais dire ça? Qu'est-ce que tu l'as pas bien dit? Tu veux que je te corrige? C'est hilarant. T'as aucune autorité quand tu parles dans une langue étrangère. J'adore. Parce que quand tu grondes ou quand tu t'emportes, tu calcules pas autant tes mots. Donc c'est, non mais tu vas aller, tu vas l'entendre, t'as envie de le dire vite. Donc tu bégayes et et donc tu perds le côté autoritaire, quoi. Donc c'est très marrant. Non, tu parles ta langue à tes enfants si possible, quoi. Comme ça, les enfants, si tu leur parles aujourd'hui, ils parlent français comme si c'était, enfin, ils ont pas le même vocabulaire, mais en termes d'accent, c'est la même chose que nous. Au final, toi, tu as pu aborder le design, enfin même des métiers dans le numérique un peu plus largement dans 3 pays, la France, l'Angleterre, ou en tout cas Londres et Los Angeles. Forcément, nous, ce qui nous intrigue, c'est d'imaginer, de se figurer quelle est la différence justement de la façon d'aborder le design entre ces 3 régions. Est-ce que tu as vu des différences ou est-ce qu'au contraire, il y a des similitudes? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui peuvent apporter à d'autres régions, etc. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on peut mixer d'intéressant là-dedans? La culture entre ces 3 pays est différente. Elle est plus proche entre l'Angleterre et les États-Unis que la France, mais elle est quand même différente entre l'Angleterre et les États-Unis. La plus grande différence, et qu'on retrouve vraiment chez la plupart des Américains, ici même quasiment tous, on parlait du feedback au début, et ça n'a rien à voir. C'est l'opposé. Et on retrouve ça aussi dans l'éducation à l'école des enfants. Et je vais être en mode anecdote, forcément. Mais quand j'étais à la fac à Rennes, donc avant la MJM, j'étais à Rennes 2 à la fac, je travaillais à un Subway de Kennedy, du Berry, là, de Villejean, pour ceux qui connaissent. Je travaillais là-bas pendant 2 ans. Et mon boss, mon employeur, quoi, il était très dur avec nous, tu vois. Et il nous cassait, quoi. Il nous disait que des choses, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est non, c'était vraiment dur. Et un jour, on lui a demandé, on s'est un peu mis ensemble, on lui a demandé, mais pourquoi t'es aussi dur? Pourquoi tu nous dis les choses? À chaque fois, on dirait qu'on fait rien de bien. Et qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il nous a dit, non, mais c'est pas que vous faites rien de bien. C'est que quand c'est bien, j'ai pas besoin de le dire. Parce que tu le fais déjà bien. Donc j'ai pas besoin de le répéter. Parce que vu que ça marche, mais ce qui est pas bien, il faut que je le corrige pour que ce soit bien. Donc c'est une boucle comme ça. Du coup, toi, t'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est naze. Tu vois, c'est nul. Alors que dans les pays anglo-saxons, enfin, ce que je connais en tout cas, l'Angleterre et les États-Unis, eux, ils font l'inverse. Ils vont commencer par dire ce qui est bien. Et ce qui est pas bien, surtout en Angleterre, ils vont le dire, mais vraiment, ils vont mettre du sucre par-dessus, comme on dit là-bas, tu vois. Ils parlent, et les Américains, eux, ils sont à fond dans le «
oh, it's amazing. On croit que c'est une blague, hein. Mais je t'assure qu'ils sont tous comme ça. Pour un tout et un rien, n'importe quoi. Hein. I love your shirt. Oh, tu sais, ils sont, oh, it's amazing. Oh, où est-ce que tu l'as eu et tout. C'est genre, on dirait, tu dis. Et là, quand tu n'es pas habitué, en tant que Français, maintenant je suis habitué, donc je sais comment naviguer ça. Mais au début, ça te fait bizarre. Tu dis, attends, bonjour, enfin, je veux dire, ça va, c'est juste c'est pas grand chose. Mais eux, je sais pas, c'est culturel, je sais pas, je saurais pas dire le pourquoi. Mais eux, les Américains, et c'est pareil dans les feedbacks, ils vont te dire, oh, ce que t'as fait, oh, la maquette, ton design, incroyable, j'adore, c'est vraiment, et ils vont te lister tout ce que t'as fait de bien. Ça veut pas dire, nous, en tant que Français, on va se dire, oh bah dis donc, ouais, j'ai vraiment, nous, cartonné, quoi. Mais quand t'es là-bas, tu comprends que c'est pas ce que ça veut dire, c'est juste culturel. Il dit ça parce qu'après, il va te dire ce qu'il aimerait bien corriger. Donc après, il va te dire le feedback, mais ce sera pas comme on le dit en France. En tout cas, c'était mon expérience, tu vois. C'est assez intéressant. Il y a un peu un ordre dans lequel dire les choses. C'est-à-dire que on va parler de ce qu'il faut améliorer, mais avant, on va dire ce qui est bien, etc. Ça fait un peu le parallèle avec comment tu gères tes enfants quand tu rentres à la maison. Il y a ce truc de bon bah alors maintenant, ma fille s'appelle Juliette. Je dis Juliette, tu vas faire tes devoirs. Enfin, en gros, tout de suite, tu commences à la mettre en ordre de route. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est ok, comment s'est passée ta journée? C'était bien, etc. Machin, ok. Puis quand on a parlé, bon alors maintenant c'est bon, on va se faire les devoirs ensemble. Et c'est vraiment une histoire d'ordre. Et ça me fait penser à ça. On met les trucs dans le désordre des fois et du coup on se braque, on se frustre entre nous. Alors qu'il faudrait juste des fois, ce serait presque une éducation à avoir, hein, comme tu dis, dans quel ordre on se partage et on se dit les choses, quoi. Exactement. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas c'est différent. C'est vraiment une différence, quoi. Et du coup, en quoi toutes ces expériences, toi, t'ont fait évoluer en tant que designer? Et on va dire, c'est quoi ton plus gros challenge, le plus gros challenge que tu aies eu à relever dans ta vie quotidienne, au boulot ou autre, à l'étranger? On va dire celui qui t'a marqué, celui qui a été dont tu as été le plus fier. Le plus fier Je peux parler du plus gros challenge, c'est les layoffs. Alors j'avoue, j'ai pas recherché comment on dit ça en français, je suis le licenciement économique. Licenciement économique, quand tu te fais licencier, mais que t'as rien fait de mal, tu vois, c'est juste, on t'a choisi pour raison XY, tu vois. La raison pour laquelle je suis rentré en Angleterre, c'est parce que j'ai perdu mon travail à Intuit, tu vois. J'ai perdu mon travail en septembre officiellement, et ils me l'ont annoncé en juillet, quand j'étais en France en vacances chez ma mère, tu vois. Donc ça, sachant qu'on était aussi propriétaire d'une maison en Californie. Ah ouais, propriétaire, ouais, en Californie, ok. Oui. En plus. Donc ça, c'était le plus gros challenge de loin, professionnel et personnel, parce que remise en question sur plein de choses. Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi moi parmi 1800 employés? Tu vois ce que je veux dire? 18 000 employés au total et ils ont licencié 10%. Donc on est 1800 à avoir quitté Intuit le même jour. Moi inclus. Donc je me suis posé la question et j'ai remis tout mon parcours depuis la MJM en question. Je me suis demandé, ok, design, plus code, plus motion, c'est trop brouillon. Tu vois, c'est vraiment des choix de carrière. Je me suis dit, ils n'arrivaient pas à me mettre dans une équipe. Parce que je venais de l'innovation, là. Mais pour moi, c'était temporaire. À la base, je faisais du design et du front-end. Là, j'ai trouvé un job qui était cool, qui m'intéressait. J'ai du mal à Intuit, à la fin, en tout cas, à trouver ma place, au final. Parce que les designers ont dit, ah, mais c'est un ingénieur dans notre équipe. Et les ingénieurs, ils disaient, ah, c'est un designer dans notre équipe. Tu vois un peu le... Okay. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, le jour où il y a eu les layoffs à Intuit, en 2024, là, ils m'ont mis dedans parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une place pour moi, tu vois. Mais ils m'ont pas prévenu, hein. Mais voilà. Donc ça, c'était le plus gros challenge parce que on avait déjà fait la relocation une fois de France à Londres, une deuxième fois de Londres à Los Angeles, et là, de manière imprévue, avec le bébé qui venait de naître il n'y a pas longtemps, on a dû refaire un autre relocation. Mais cette fois-ci, c'était pas notre volonté et c'était pas un timing qui nous intéressait. On a parlé du réseau, on avait tout un réseau à Los Angeles, beaucoup d'amis, beaucoup d'activités. On avait notre maison, on avait un chien. Je veux dire, du jour au lendemain, ils te disent t'as 60 jours pour quitter le pays parce que ton visa, il est fini maintenant.
je retourne un peu sur le côté pro. Nous, on a des sujets un peu marottes, en tout cas, qui sont importants pour nous côté Luna. C'est l'accessibilité web. Je sais pas si tu connais, en France, on a notamment un référentiel qui sert un peu de guide et qui s'appelle le RGWA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Comment c'est traité a priori aux États-Unis et en Angleterre, de mon point de vue, c'est traité. Il y a qu'à voir comment Apple, par exemple, intègre sur les iPhones, etc. Mais est-ce que toi, tu as été confronté à ça dans tes missions, à faire de l'inclusion, notamment liée au handicap? C'est une super question. J'adore. C'est vraiment le cœur de mon métier, tu vois. On vient tous de la même formation, donc c'est quelque chose que le design, voilà, c'est toujours ce que je veux faire, tu vois. Depuis 2022, mon rôle, c'est de travailler dans le design system. Donc, je suis dans le design system depuis ce moment-là. Et je suis vraiment à fond dedans, j'adore ça, j'adore les composants et tout ça, et le design system ne peut pas ignorer l'accessibilité, tu vois. C'est vraiment dans le cœur du métier, on est vraiment les personnes qui construisent l'interface que l'utilisateur interagit avec directement, tu vois, vraiment les boutons, les trucs qu'on fait depuis toujours, tu vois. Tout à fait. Donc moi je suis moins impliqué dans le côté, on va dire, stratégique, tu vois, du product designer, qui va plus répondre à la question du qu'est-ce qu'on résout comme problème et voilà, tout ça. Moi, je suis plus impliqué justement dans la question de l'accessibilité, dans la question de l'expérience utilisateur et de l'inclusivité. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est traité? Oui, à 100%. Surtout quand tu as un design system, une équipe qui s'occupe de ça. Et dans la même veine, l'autre sujet qui nous anime pas mal en ce moment, enfin depuis quelques années, c'est la sobriété numérique, l'éco-conception. En France, ça bouge pas mal. Je crois comprendre qu'on est plutôt assez moteur en Europe, en tout cas sur le sujet, parce qu'on a un référentiel aussi qui est sorti, qui s'appelle le RGESN, depuis 2022, et dont on a espoir, a priori, politiquement, de le faire un petit peu... voyager dans les autres pays d'Europe. Est-ce que vous abordez ces sujets-là? Est-ce que vous avez déjà une conscience du fait que le numérique a un impact sur l'environnement et qu'il existe des solutions aussi pour minimiser son impact sur l'environnement? Et si oui, est-ce que qu'est-ce que vous mettez en pratique, quoi? Eh ben, tu vois, cette question-là, je la connais uniquement en préparant des entretiens. J'ai préparé des entretiens pour différentes boîtes, après, voilà, les dernières, là. Et il y avait le challenge whiteboard, c'est le niveau élevé, on va dire. Ouais. Tu vois, on n'est pas dans les détails, donc tu dois... Et ils avaient cette question-là, justement, quel est l'impact de ton design, justement, sur la société de manière générale, sur, par exemple, des questions comme l'addiction, des questions comme... qu'est-ce qu'il y avait genre les dark patterns, tout ça. Même pas forcément les dark patterns, mais par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple facile. Si tu es designer chez Meta et que tu participes du coup, tu contribues à Instagram, tu vois, quel genre de stratégie tu vas mettre en place pour que les gens soient le plus possible sur Instagram, et quelles conséquences ça a sur la société de manière générale, ou TikTok ou des choses comme ça, tu vois. Quelle est ta part à toi en tant que designer, quelle est ta part de responsabilité dans les choses dont on se plaint un peu aujourd'hui, on est toujours sur notre téléphone et tout ça. Est-ce que c'est pas un peu justement à cause des designers on rend ça addictif, tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr. C'est ces questions-là qu'on se posait. Intéressant. Pendant que je préparais mon entretien, mais au travail de tous les jours, c'est vrai que moi personnellement, j'ai pas eu à me poser ces questions-là jusqu'ici. C'est super intéressant. Merci vraiment beaucoup, Nao, d'avoir passé ce temps ensemble. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un podcast qui m'a fait plaisir. Et donc, prendre ce temps-là pour parler de toutes ces années passées depuis qu'on t'a vu. Parce qu'en fait, finalement, là, on s'est raconté plein de choses et finalement, on se connaît bien, mais on ne s'est pas trop donné de nouvelles ces dernières années. Donc, c'est aussi l'occasion de le faire. Et le côté inspirationnel pour toutes les personnes qui te connaissent pas, mais qui peuvent avoir des envies d'expatriation, parce que c'est une sorte de doux rêve pour pas mal de gens, et c'est pas mal de gratter un peu derrière pour voir de quoi il en retourne. C'est vraiment chouette. Donc merci de nous avoir partagé ça, Nao. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était ma première fois de faire un podcast, c'était top. Merci beaucoup. Et tu t'en es bien sorti. Merci.
Et bien encore une fois, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre notre podcast. Nous espérons que ce nouvel épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Salut les designers, mais en attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes précédents et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et les conseils de nos invités. C'est sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr que ça se passe. On vous invite aussi chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcast et Spotify et leur mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre, alors merci. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Salut les designers.